Et 1, 2... Et bonjour tout le monde, c'est Louis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en direct de mon bureau, qui est basé à Monaco, comme vous pouvez le voir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ça vous plairait d'avoir une vidéo sur ce thème? Alors il existe des peignes avec dents en V, des dents carrées, des dents arrondies, et mon fétiche, c'est celui-ci. Donc ce thème, ce sera tout simplement comment choisir un peigne à carrelage. C'est-à-dire ça sera une vidéo ultra détaillée, que ce soit un peigne avec des dents en V, des dents carrées, un demi-lune. Comment choisir un peigne à carrelage? Je vous le mets en commentaire épinglé. Vous avez juste à liker ce commentaire épinglé. Là aussi, je le redis encore, je ne sais pas pour la combienième fois, vous n'êtes pas obligé de liker cette vidéo, de vous abonner. Je ne suis pas un mendiant du like et de l'abonnement. Moi, ça m'aide, si vous likez ce commentaire épinglé, à voir les sujets que vous voulez voir en priorité sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir une vidéo sur les peignes à carrelage, je vous conseille d'aller liker le commentaire épinglé. J'espère que la qualité de l'image ne sera pas trop pourrie parce que j'avais oublié ce rush. Mon peigne fétiche de carreleur, je l'achète sur un site allemand dont je vous ai partagé le lien dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc là aussi, c'est un pur partage de bons conseils. Ce n'est pas un partenariat, un placement de produit, je suis pas payé, c'est juste que j'avais envie de vous partager ce site marchand pour carreleur qui est tip top. Et les particuliers peuvent y acheter dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions et beaucoup de questions récurrentes. C'est-à-dire, j'ai déjà donné une première réponse, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je me suis dit, bon, écoute, les questions vraiment les plus récurrentes qui sont le plus posées, eh bien, je vais y répondre en vidéo. Comme ça, dès qu'on me la repose, je donne le lien de la vidéo et j'ai pas à répondre en commentaire. Dans ce QR numéro 1, en première partie, je vais parler du peigne de 12 mm que j'utilise dans la série pose de carrelage 60-60 dans une maison neuve. Vous pouvez retrouver le lien de ces vidéos dans la description ou en commentaire épinglé. Dans la partie 2, je vais parler des planelles isolantes. C'est une question qui est très souvent revenue dans le CIR numéro 1 qui était consacré à l'étanchéité des vides sanitaires. Pour la pose de ce carrelage 60-60, j'ai utilisé une colle de type C2S1 EG-ET, sous avis technique. Il y avait deux points importants à respecter. Tout d'abord, l'épaisseur de la colle, qui était située entre 2 et 10 mm. Les épaisseurs de colle peuvent varier suivant les fabricants. Il y a tellement de produits différents sur le marché que pour avoir des infos fiables, le mieux c'est de demander aux fabricants directement. Ensuite, le transfert de colle. Ça, c'est les deux points primordiaux. Pour la pose de ce carrelage, j'ai utilisé un peigne de type U12 carré. Donc ici, j'ai représenté la bac de ce peigne. Et regardez, une fois que j'ai encollé au sol, ce que ça donne. J'ai des sillons de colle qui font un carré de 12 mm de côté. Et j'ai un vide carré qui fait 12 mm de côté. Une fois que j'ai posé mon carreau, l'épaisseur de ma colle sera de 6 mm. Mais ça, c'est la théorie. Parce que la réalité, c'est autre chose. Regardez ici. Moi, quand je peigne, et surtout celui que j'utilise sur ce chantier, c'est-à-dire un 50 cm de longueur, je n'arrive pas à le maintenir à 90 degrés. Je suis plus souvent à 70 degrés. Si j'incline mon peigne à 67-70 degrés, j'ai une épaisseur de colle de 11 mm. Donc regardez ce que ça donne ici. J'ai toujours ce vide carré là de 12 mm de côté, mais sauf que mon sillon de colle, il fera 12 mm de largeur, mais il ne fera plus 12 mm de hauteur, mais 11 mm de hauteur. Vous voyez, déjà j'ai perdu 1 mm sur la hauteur. Ensuite, une fois que mon carreau sera posé, ma colle ne fera pas 5,5. Pourquoi? Parce que si elle fait 5,5, c'est-à-dire la moitié de l'épaisseur du sillon, le problème, c'est que là, je me retrouve avec un vide de 1 mm. Donc, l'épaisseur finie de ma colle fera 5 mm. Alors ça, c'est la première raison, car quand je peigne, je n'arrive pas à le maintenir à 90 degrés. Donc, du coup, je prends un peigne un peu plus grand. Regardez ce petit schéma ici. Le fabricant de cette colle, en plus, elle a un avis technique, me dit, il faut que l'épaisseur de colle après la pose des carreaux, il faut qu'elle soit comprise entre 2 et 10 mm. Ça, c'est un conseil et astuce que j'ai appris chez les fabricants en allant me former chez eux. Ici, la meilleure épaisseur, c'est de prendre le juste milieu. C'est-à-dire, j'ai une différence de 8 mm entre le mini et le maxi. Je prends la moitié, ça fait 4 mm, et je le rajoute au mini ou je le soustrais au maxi, ce qui donne 6 mm. Donc l'épaisseur idéale ici de cette colle, c'est 6 mm. Et pour avoir cette épaisseur idéale, il faut que j'utilise un peigne de 12 mm. Mais attention, maintenant, regardez, si j'aurais utilisé un U9, que je suis bien perpendiculaire, j'aurais une épaisseur de colle de 4,5. Si j'aurais utilisé un peigne de 15 mm, j'aurais une épaisseur finie de 7,5 mm, si je reste à 90 degrés. Vous voyez, là, c'est pas une question de peigne, parce que par rapport à la colle que j'utilise, quel que soit le peigne, je dois rester entre 2 et 10 mm d'épaisseur finie. Ensuite, quand on commence à s'éloigner de ces valeurs, 9-10, attention,
on commence à s'approcher de la zone rouge. Voilà une autre raison pourquoi j'utilise aussi un pen de 12 mm, parce qu'en fait, je vais plutôt arriver ici, à 5 mm. Mais attention, ces valeurs, elles valent que si votre support est parfaitement plan. Admettons, vous avez 5 mm de creux à combler. Vous avez une épaisseur finie avec un peigne de 15 mm, de 7,5 plus 5 mm, ça fait 12,5. Là, on arrive ici. C'est pas bon du tout. Idem pour un peigne U9. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo préparation du sol du WC. Maintenant, il y a un autre point important aussi, c'est celui de la consommation de colle. Si votre support est parfaitement plan, vous pouvez partir sur un U9, un U10. Comme ça, vous consommerez moins de colle. Du coup, vous aurez le prix qui sera réduit. Et inverse, si vous utilisez un pen de 15, que votre support est parfaitement nickel, il est parfaitement plan, il n'y a pas de creux, ok, ça passe, vous serez à 7,5. Mais le problème, c'est que la consommation de colle sera plus importante. Alors, une autre question qui est souvent revenue, c'est ouais, Lumi, là, ici, tu réalises un rattrapage, comme je vous montre là. Ici, on laisse de la matière comme il en manquait, et au fur et à mesure, on écrase, on y arrive à fleur. Donc on laisse de la matière, on vient écraser. On laisse de la matière, on diminue, et on vient écraser. Et là, on n'est pas trop mal. Pourquoi tu t'emmerdes? Car tu utilises un pen de 12 mm. Eh bien regardez, là c'est pareil. Si je pars sur la théorie, une fois que j'aurai encollé mon sol et que j'aurai posé mon carreau, j'aurai une épaisseur de colle de 6 mm. Et si je rajoute ces 6 mm aux 5-6 mm du creux, ça me fait une épaisseur de colle de 11 à 12 mm. Et ça, c'est pas bon. Rappel, j'ai un maxi de 10 mm pour l'épaisseur de colle. Et ensuite, un autre point important, il ne faut jamais charger en colle pour rattraper. Donc si vous avez une épaisseur de colle à respecter, comme c'est le cas pour celle-ci, entre 2 et 10 mm, je ne vais pas m'amuser à charger pour rattraper. Ici, par exemple, j'aurais une épaisseur de colle supérieure à 10 mm, j'aurais d'abord fait une bonne préparation, et le lendemain, je revenais, je collais. En revanche, faire comme ceci, c'est-à-dire, je viens d'abord rattraper les creux, faire une bonne préparation, le lendemain, je viens poser mes carreaux. Donc ça fait 6 et 6, ça fait 12 mm, mais ça a été fait en 2 fois, donc c'est nickel. L'épaisseur de colle après carreau, c'est au moment où vous encollez. C'est pour ça que le pen de 15, par exemple, est souvent utilisé pour rattraper directement, pour charger. Et ça, c'est pas bon. Donc l'important ici, c'est de respecter l'épaisseur de colle après pose des carreaux. Avant d'attaquer la pose de ce carrelage, je réalise toujours un test de transfert. C'est-à-dire les deux pennes que j'utilise principalement pour un collage au sol, c'est un U10 ou un U12. Donc ici, j'ai mon carreau, 60 par 60. Je suis venu encoller une partie avec le 10 et une autre avec le 12. Et ensuite, j'ai fait des tests pour voir c'est quoi le mieux. De battre les carreaux, de les slider, de simplement exercer une pression, c'est suffisant. Et là, pour ce chantier, le meilleur transfert que j'ai obtenu, c'est avec le pen de 12 et un battage à la batte ou en slidant les carreaux. Mais le problème du slide, c'est que sur les gros carreaux, c'est chiant. Sachant qu'en plus, avec le battage à la batte, j'obtiens le même transfert. Donc je vois pas pourquoi aller s'emmerder. Là aussi, je le rappelle, il y a une obligation de résultat, ok, à savoir respecter l'épaisseur de la colle préconisée par le fabricant, le transfert de la colle, mais en aucun cas une obligation de manière. Vous l'utilisez un pen de 8, de 10, de 12, de 15, c'est à vous de voir. Ah, ces fameuses planelles isolantes. Combien de questions j'ai reçues à ce sujet sur le CIR numéro 1. Un CIR, c'est l'abréviation de Stop aux idées reçues. Et le numéro 1 était consacré à l'étanchéité du vide sanitaire. Donc si vous souhaitez visionner cette vidéo, je vous mets un lien en commentaire épinglé ou dans la description de celle-ci. Pour résumer ce CIR numéro 1, je vous avais dit de privilégier les parpaings pleins plutôt que les parpaings creux, sachant qu'ils ne sont pas interdits s'il y a un drainage, de réaliser une coupure de capillarité et que je réalisais systématiquement une ceinture béton pour un dallage en rez-de-chaussée. À quoi ça sert une planelle? La première fonction, c'est de coffrer. C'est-à-dire, ici j'ai les fondations, j'ai mon soubassement, là je vais devoir couler une dalle, et la planelle va me faire office de coffrage. Sur le schéma à côté, j'ai toujours la même chose, mais si j'utilise pas de planelle, c'est-à-dire je coule une ceinture en béton, je vais être obligé de venir coffrer. Donc la première fonction d'une planelle, elle nous sert à coffrer. Et la deuxième fonction principale, c'est elle nous permet de garder une façade homogène. Au lieu de se retrouver avec du parpaing et du béton, on a du parpaing sur l'ensemble de l'ouvrage. Ça nous permet de conserver une certaine homogénéité. Mais attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de planelle, que vous n'avez pas cette homogénéité, que ça va poser des problèmes au niveau de l'enduit. C'est complètement faux. Regardez ici, on peut très bien se retrouver avec un soubassement en parpaing, des murs en parpaing ou en briques, pierre ponce, béton cellulaire, ce que vous voulez, et couler une dalle béton. Ici, ça ne posera aucun problème pour l'enduit, qu'il soit tradi ou monocouche, mais attention, il y aura une préparation à faire. Ici, j'ai représenté
les murs d'une maison à étage. On a les fondations, on a le soubassement qui peut être un vide sanitaire ou un terre-plein, on a le dallage du rez-de-chaussée, là j'ai représenté une planelle isolante, on a les murs, on a un autre plancher, celui de l'étage, là j'ai représenté aussi une planelle isolante, et les murs de l'étage. Beaucoup de gens se sont posé la question, ouais mais Lumi, ici là, si tu fais une ceinture béton, le problème c'est que tu vas avoir un pont thermique énorme. Alors ça aussi, c'est des idées reçues, regardez. Ici je pose une planelle isolante. Bien souvent, que ce soit un terre-plein ou un vide sanitaire, l'isolation se fait par le bas. Vous avez votre dallage, vide sanitaire ou terre-plein, et très souvent, on réalise une isolation intérieure. Regardez votre dallage ici. Mais le pont thermique, il y est toujours. Hein. Il passe par les murs du soubassement, qui sont en parpaing très souvent. Donc ici, la planelle isolante va atténuer le pont thermique, mais en aucun cas le supprime. Ça aussi, c'est une idée reçue. Je place une planelle isolante sur un dallage de rez-de-chaussée, je coupe le pont thermique. C'est faux. Sauf par exemple si ici, vous aviez réalisé ou utiliser des matériaux avec un fort R, comme du béton cellulaire, de la bricolée. Mais bon, pour un soubassement, personnellement, j'ai jamais vu. Donc ici, on continue les murs, l'étage, et là, pour le dallage et plancher d'étage, j'ai utilisé une planelle isolante. Donc là aussi, l'utilité de celle-ci, tout dépend des matériaux que vous allez utiliser. Si vous utilisez des matériaux avec un fort R, comme la bricolée, le béton cellulaire, la pierre ponce, là, la planelle isolante, elle a vraiment un rôle très important à jouer. Et je vous le dirais même, et je vous conseillerais même de la mettre. C'est-à-dire, ici, vous allez avoir un dallage béton, vos murs avec un matériau qui a un fort coefficient R, et si vous n'utilisez pas de planelle isolante, ici vous aurez un pont thermique, alors que la planelle isolante va le supprimer. Donc, pour un dallage de rez-de-chaussée, elle atténue le pont thermique, mais en aucun cas elle le supprime. En revanche, pour un plancher intermédiaire, elle a toute son utilité. Même si elle n'est pas isolante, admettons par exemple ici, vous utilisez des parpaings, si vous utilisez une planelle en parpaing, vous aurez une homogénéité sur la façade. C'est pas plus mal. Sachant que je le rappelle, si ici, vous n'utilisez pas de planelle, que vous décidez de tout couler en béton, vous aurez parpaing, béton, ça ne pose pas de problème pour l'enduit. Ça sera juste à traiter, c'est tout. Alors là aussi, pareil. Regardez, c'est ce que j'avais conseillé sur le cire numéro 1. Je coule une ceinture en béton pour tous mes dallages en rez-de-chaussée. Et là, on m'avait dit, oui, tu as un pont thermique. Mais ça dépend. Si vous partez sur une isolation intérieure, comme c'est le cas dans la grande majorité des maisons, la plupart mettent l'isolant en dessous du dallage. Et là, on revient à ce problème-là. Vous créez un pont thermique. Donc le tip top, c'est de ne pas placer l'isolant sous le dallage, mais de le placer sous la chape. Vous voyez le schéma ici? J'ai l'isolant sous la chape qui vient se reprendre sur les murs. Et là, j'ai une bonne isolation. Ici, ma ceinture en béton, ben, on s'en fout complet pour l'isolation, puisqu'elle se fait ici. Donc ça, ce que je vous ai dessiné ici, c'est ce qu'on retrouve dans une très grande majorité des maisons neuves. L'avantage ici d'une isolation thermique par l'intérieur, c'est que le confort d'hiver est top. En revanche, le confort de demi-saison et le confort en été, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un manque d'inertie. Mais ça, j'en parlerai aussi dans des vidéos consacrées à l'isolation. Comment remédier à ce problème. Mais là, je le redis encore, ça ne pose aucun problème pour l'enduit. Ça sera juste un point singulier à traiter, que j'évoquerai plus tard dans d'autres vidéos. Idem si vous utilisez une isolation par l'extérieur, comme j'ai représenté ici. Et ici, vous êtes parti avec une isolation sous le dallage ou sous le vide sanitaire. Vous utilisez une planelle isolante. À quoi elle sert? À part diminuer le pont thermique que vous aurez via le soubassement, mais bon, il y aura pont thermique quand même. Donc là aussi, pour une isolation extérieure, une planelle isolante, je vois pas d'intérêt. Et pour terminer sur les planelles isolantes, regardez, là j'ai représenté une maison standard, un 96 mètres carrés de surface au sol, 12 mètres de longueur par 8 mètres de largeur. Donc j'ai fait le calcul si on devait utiliser des planelles simples ou des planelles isolées. Je suis parti sur des planelles de 16 cm de hauteur pour 1 mètre de longueur. Il va nous falloir au total 40 planelles. Planelle simple coûte 3 €. Une planelle isolée coûte 9 €. Là, je suis parti sur des tarifs publics Internet. Donc, ce qui nous donne pour l'achat des planelles, pour les planelles simples, 120 €. Pour les planelles isolées, 360 €. Ensuite, vient s'ajouter le sable et le ciment pour les maçonner. On en a pour une centaine d'euros des deux côtés. Et il nous reste à rajouter la main d'œuvre. Là, je pars sur un maçon qualifié. Dans la demi-journée, il a fait ça. Et encore, je suis vraiment optimiste sur les délais et sur les coûts. Donc, ce qui nous donne un coût à l'achat et mise en œuvre pour les planelles simples de 420 € et pour les planelles isolées de 660 €. Si vous partez sur une isolation intérieure, privilégiez un isolant sous chape. Du coup, ces planelles isolantes ne servent strictement à rien. Pourquoi aller mettre 660 € dans un produit qui ne sert à rien? Ces 660 €, mettez-les plutôt dans l'isolation pour payer des entreprises qualifiées ou dans autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends très souvent et qui a tendance à me prendre la tête, c'est que on respecte les DTU, les normes, les prescriptions de mise en œuvre des fabricants. Eh bien, ça coûte une blinde, une baraque. Non, c'est faux. Ce qui coûte très cher,
c'est la connerie et l'incompétence des gens. Ça coûte une blinde. Et vous allez voir dans les années à venir, toutes les bêtises qu'on va avoir à rattraper. Je n'ose imaginer le bordel. Le souci, c'est qu'il faut savoir, avant de se lancer dans les travaux, il y a une phase qui est très importante, c'est l'avant-projet. Ok? La conception, la préparation, c'est primordial. Combien de gens de professionnels mettent le paquet là-dessus? Non, c'est je fonce dans le tas et on verra ce qui se passe. Une construction neuve ou des travaux réussis passent par un avant-projet qui a été travaillé. Et vous verrez que de bosser de cette manière, ça ne coûte pas plus cher. Et voilà pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau thème, questions récurrentes. J'en ferai de temps en temps, pas tout le temps. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein d'informations utiles. Et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à plus!